Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour le face-à-face du jour, nous recevons aujourd'hui Diane Prota. Bonjour, vous êtes avocate. Mélodie Ferron, vous appartenez au collectif Où est mon cycle et vous êtes également auteur de Où est mon cycle et toi, où est le tien ? Collection Résurgence. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Alors vous, je ne sais pas où on va vous emmener, hein, parce que vous êtes subversive, mais un subversive incroyable. Vous, c'est pas une petite pancarte que vous mettez, vous mettez un livre carrément, Mélodie Ferron avec la gynécologue Laurence Kaiser, avec l'avocat Diane Prota que nous accueillons ici, et vous dites où est mon cycle, où est toi, où est le tien, et en sous-titre vous dites témoignage d'effets secondaires a priori dû à la vaccination. Alors, je vous cite, fausse couche, adénomiose, préménopause, endométriose, aménorrhée, ménorrhagie, hystérectomie, SOPK, c'est ça. Alors quand même, vous dites a priori, mais franchement, alors moi c'est la première question que je vous posais, on parle énormément d'effets secondaires, d'effets indésirables, un peu partout dans le monde, bien sûr, mais vous dites a priori, est-ce que franchement, à partir du moment où la corrélation n'est pas sûre, est-ce que vous ne vous avancez pas un peu beaucoup ? A priori, je ne pense pas. Là, c'est plus de 7000 témoignages de femmes qui ont été récoltés par le collectif en l'espace de 9 mois. C'est avoir été entendu au Sénat par l'Opecst qui a dit, page 48 du rapport d'étape, que les effets secondaires sur le cycle menstruel devaient être des effets secondaires avérés de la vaccination et qu'il fallait les prendre en compte. Donc a priori, je ne pense pas. 7000 témoignages. 7000 témoignages, au moins. Le collectif existe depuis quand ? Le mois de janvier. D'accord. Et vous dites que le Sénat disait il faut que ça soit montré de façon quasi irréfutable qu'il y a liaison entre la vaccination et ses effets secondaires. Oui, complètement. Et ils disent aussi que le stress n'est plus une réponse acceptable au dérèglement du cycle des femmes. Et qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Alors justement, Diane Prota, vous vous occupez on vous a déjà reçu, mais c'était pour Ursula von der Leyen. On en reparlera de cette chère Ursula qui se lave les mains en chantant l'hymne à la joie de Beethoven. Qu'est-ce que les chiffres, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui en fait, où on en est, parce qu'effectivement il y a une accumulation de résultats et de statistiques qui donne un peu froid dans le dos. Justement, les chiffres, nous avons du mal à avoir une totale clarté, puisqu'on parlait du rapport du Sénat de l'Opecst, qui est l'Office parlementaire d'évaluation des choix techniques et scientifiques. Rapport qui est paru il n'y a pas longtemps. Au mois de juin. Au mois de juin, c'est ça. Mais avant que ce rapport paraisse au mois de juin, il y a eu une partie d'audition publique et les préposés de la ANSM, de l'Agence nationale de sécurité du médicament, ont été entendus. C'était le 24 mai. C'est accessible sur YouTube. Encore, il y a eu d'ailleurs 1,5 million de vues là-dessus. Et interrogée sur le problème des cycles menstruels, une des collaboratrices de la ANSM dit, je le lis. L'Agence nationale de santé, l'Europe a décidé de rouvrir le signal d'alarme, donc celui sur les troubles des femmes, signal qui a été ouvert en février 2022, sur 2 points particuliers, donc le point des saignements abondants qui gênent la vie quotidienne et le point des aménorrhées, donc de l'absence de règles pendant plus de 3 mois. Donc ça, c'est une enquête en cours. On attend les résultats de l'enquête au niveau européen pour le mois de juin. Donc le signal, en fait, a bien été réouvert devant le nombre de cas et de pays. On n'était pas les seuls. Les Norvégiens, les Suédois, les Anglais ont insisté en disant qu'il y a quand même beaucoup de volume. Là, je reprends les extraits. Donc vous n'avez pas les chiffres précis, évidemment. Mais il se passe quelque chose. Évidemment. On va en parler tout de suite après cette toute petite pause avec Diane Prota, avec Mélodie Ferron. Oui, on revient tout de suite. Et alors qu'une enquête est en cours à la ANSM au sujet de, comme on dit, d'effets secondaires liés au cycle menstruel et dus au vaccin Covid. Donnez-nous vos témoignages. Est-ce que vous faites face à ce genre de situation ? 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Où est mon cycle ? Où sont les effets secondaires et les effets indésirables ?
rappelez-vous, l'éditeur de Sud Radio, si on osait parler de ça il y a encore 6 mois, je ne parle pas d'1 an, vous étiez un affreux complotiste, un ennemi du genre humain, un hitléro-trotskiste désincarné, voilà. Et aujourd'hui, eh ben, les chiffres parlent, les effets sont là, il y a quand même au moins, encore une fois, vous savez, chez nous, avoir question à tout. Nous, on ne prend pas parti, je ne suis pas épidémiologue, je ne suis pas médecin, mais on se pose des questions. Ben, vous êtes posé des questions aussi, Mélodie Ferron. Vous avez fait ce collectif, oui, Mon Cycle. Vous l'avez fait pourquoi? Parce que vous-même, vous avez... Oui. Oui. Alors, racontez-nous. Donc, comme beaucoup d'autres femmes, je me suis fait vacciner l'année dernière et suite à ça, j'ai eu... 2 doses, 3 doses? 2 doses. 2 doses, oui. Et le cycle suivant est arrivé 11 jours après le précédent, au lieu de 31, donc ça fait une grosse différence, avec des hémorragies qui étaient terribles. Ça veut dire un paquet de tampons, un paquet de serviettes par jour. Voilà, c'était monstrueux. Et je n'ai eu aucune réponse, à part une grosse anémie. Personne ne savait, personne n'en parlait. J'ai beaucoup cherché. Puis j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui avaient des désordres du cycle. Aucune réponse. Vous avez interrogé des médecins? Bien sûr. Oui. Mais qui ne savaient pas non plus. Ouais, bien sûr. Voilà. Et en parlant autour de moi assez librement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui avaient des désordres du cycle. Alors, ou des règles qui étaient complètement chamboulées, ou alors des règles extrêmement hémorragiques, ou plus de règles du tout, ou des endométrioses décuplées. Voilà, c'était assez catastrophique. Et quand je me suis dit que vous moi... avez eu beaucoup de témoignages tout de suite là-dessus? Oui, juste déjà quand on boit un verre entre copines et qu'on en parle un peu sous le sceau de la confiance et qu'il y en a 6 à table qui vous disent moi aussi j'ai eu des choses, et on se dit mon Dieu, en fait on a tout quelque chose. Ouais. Voilà, c'est à l'échelle mondiale, qu'est-ce que ça doit être? Donc vous avez commencé à travailler à ce collectif. Voilà. Et vous dites que vous avez reçu, le collectif, 7000 témoignages. Oui, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un compte Instagram parce que je me suis dit que les réseaux sociaux, ça allait être pratique pour parler et que comme pour l'instant, il n'y avait rien sur le sujet, ça allait déjà créer un espace de parole pour les femmes. Et donc, on s'est mis à recenser les témoignages et à les publier de façon anonyme. Ça permettait à tout le monde de discuter un peu, de ne pas être jugé et d'être enfin écouté, parce qu'en fait, une des phrases qui ressort le plus souvent dans les témoignages et dans les femmes qui me contactent, c'est « je ne suis pas seule et je ne suis pas folle ». Et donc là, voilà, ça montrait vraiment qu'on comblait une carence, en fait, et que cet espace de discussion était important, voire vital pour certaines. Bien sûr. Parce que justement, si elles sont seules, et enfin, se disent oui, c'est à moi qui ça m'arrive, je suis anormal, etc., etc. Enfin, ouais. Oui, et puis j'ai eu des témoignages de femmes qui subissaient des hystérectomies parce que trop d'hémorragie. Donc l'hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus. Et comme c'était arrivé le cycle après la vaccination, leur famille n'arrêtait pas de leur dire attends, t'es complètement complotiste, arrête un petit peu, qu'est-ce que t'es stressé, c'est de l'hystérie. Enfin voilà, les réponses un peu tristes et assez méchantes, quoi. Et Diane Prota, est-ce qu'il y a eu, vous avez aussi suivi ça en tant que juriste et en tant que femme, bien sûr, est-ce qu'il y a eu très vite et tout de suite des pressions? Dépression, non pas dépression en tant que dépressif, mais dépression. Je précise puisqu'on est à la radio. Et c'est-à-dire, est-ce que le système a réagi en disant attendez, là vous partez justement complotisme, on dit n'importe quoi, etc., etc. Alors, à titre personnel, non. Moi, je n'ai pas subi de pression, mais je pense d'ailleurs que cette question s'adresse peut-être plutôt à Mélodie et aux femmes du collectif, parce que elles en subissent. Ce qui est très difficile, c'est que beaucoup de femmes ont témoigné, mais face à l'indifférence, face au silence, face au manque d'explication, et au fait de dire aux femmes, finalement, c'est une explication vieille comme le monde, vous êtes folles, mesdames, eh bien, justement, il y a cette pression extérieure qui fait que vous n'en parlez plus. Et c'est ça, il y a autour de nous une volonté de ne pas savoir, une volonté de ne pas voir, et en réalité, je sais que les comptes Instagram et les comptes sur divers autres réseaux sociaux de Mme Ferron ont été, je ne sais pas si le mot... en tout cas, il est difficile, alors qu'il devrait y avoir énormément de visibilité, vu le nombre de visites sur ces sites, il devrait y avoir beaucoup plus de visibilité. Nous sommes face quand même à des difficultés qui viennent des réseaux sociaux, qui nous empêchent de transmettre ces messages aussi bien que nous pourrions le faire. En même temps, ce sont les réseaux sociaux qui vous ont fait connaître. Oui, jusqu'au mois d'avril. C'est le paradoxe. Alors, pourquoi jusqu'au mois d'avril? Je veux dire, au mois d'avril, il y avait 13 000 personnes sur la page en l'espace de 4 mois. Oui. Et puis, depuis, la censure est vraiment énorme. La censure de qui? La censure des réseaux sociaux, c'est énorme. Qui nous fait mais je me permets de rajouter que le collectif a eu recours aux méthodes plus anciennes, qui sont le tractage. On fait des tracts. Qui a eu ah oui, carrément. Mais jusqu'en Suisse, jusqu'en Belgique, il y a eu des milliers de tracts. Porte à porte, etc. Des flyers, oui. Et les femmes l'ont fait, étaient femmes pour le collectif, et elles ont été
avec ces tracts qui ont été portés partout et qu'on a plaisir de voir d'ailleurs dans différents endroits. Et j'ose vous dire que nous avons commencé avec presque les toilettes des femmes. C'est à peu près ça. Mais puisqu'on ne peut pas parler, puisqu'on ne peut pas le dire, mais c'est une vérité pour les toilettes des femmes. Et c'est là que, et à partir de là, le dialogue s'engage, évidemment. Mais... Et alors, justement, par rapport à ce qui se passe là, par exemple, le livre, il est sorti, Où est mon cycle, il est sorti quand ? Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, oui, il vient de sortir. Donc, et alors, est-ce que ça provoque quand même discussion, ou c'est quand même encore, dans la plupart, que ce soit des médias et autres, l'omerta, franchement ? Franchement, c'est l'omerta. C'est l'omerta. Oh, oui. Vous n'avez pas de réaction, etc. Et comment réagissent justement, vous en avez un peu parlé, est-ce que c'est la famille, les amis qui disent encore vous êtes un peu folle, arrêtez, vous dites n'importe quoi. Je veux dire, ça reste ça, ou ça a quand même dépassé ce stade ? Non, c'est bon. Et puis justement, le livre était là aussi pour ça, c'était pour rendre la souffrance des femmes légitime, pour qu'elles puissent s'appuyer dessus en disant, mais regarde, attends, je suis pas toute seule, je suis pas folle. Il y a une gynécologue qui se positionne, qui explique quand même super bien les effets secondaires. Laurence Kaiser, donc, qui est belge. C'était vraiment pour ça que ce livre était aussi fait. C'était pour que la souffrance des femmes ait une voix. Alors, est-ce que vous avez pu vérifier, je pose la question parce que ça a circulé, je pose la question à Diane Prota et à vous aussi, Mélodie Ferron. Vous savez que quand on a commencé, vous savez qu'un juge américain a déclassifié les études de Pfizer, alors qu'ils voulaient, eux, que ça reste secret pendant 70 ans. Ils ont réussi parce qu'il y a des contre-pouvoirs quand même là-bas qui ont marché. Et on dit qu'il n'y a jamais eu de tests sur les femmes enceintes. Est-ce que c'est exact ? Est-ce que vous savez ça ou pas ? Mais nous, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Après, on n'est pas dans les petits papiers des juges américains et on n'a pas ce genre de document-là, malheureusement. Mais vu ce que ça peut susciter chez les femmes enceintes, oui, le contraire serait étonnant. Bien sûr. Mais plus spécifiquement, oui. c'est dans la notice des produits de vaccins Moderna ou Pfizer qu'ils n'ont pas été testés sur les femmes enceintes, ils ont été testés sur les rats enceintes et allaitantes. D'ailleurs... Sur les rats. Sur les rats. Pas sur les êtres humains. Pas sur les êtres humains, c'est sur les rats. Et j'ose dire, je ne suis pas spécialiste de laboratoire, mais enfin, je pense qu'une fois que les rats, on a testé dessus, je ne suis pas sûre qu'elles vivent encore très longtemps. Je ne sais pas ce qu'on fait de ces pauvres animaux. Mais c'est-à-dire que parfois, ce qui est intéressant sur les femmes enceintes, c'est de voir le développement sur plusieurs générations. Je veux dire, quand on teste sur des vaches, excusez-moi de dire ça, mais enfin les produits vétérinaires, il y a des vaccins aussi sur les femelles, et bien c'est sur plusieurs générations qu'on les teste. Oui, c'est allé très vite tout cela. On se retrouve juste après une petite pause et on va recevoir aussi les auditeurs de Sud Radio. Je pense que les auditrices beaucoup de choses à vous poser. Oui, on attend vraiment vos témoignages. Si vous avez eu des effets dont vous pensez qu'ils sont liés au vaccin, ou au contraire, si vous allez très bien aussi, on prendra vos témoignages. Et on revient avec Diane Prota, avocate, et Mélodie Ferron du collectif Où est mon cycle, auteur de Où est mon cycle et toi, où est le tien. À tout de suite, 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et des milliers de femmes dans tous leurs états aussi, avec Où est mon cycle, Mélodie Ferron, qui a fondé le collectif. Et le livre est avec la participation de Dr Laurence Kaiser, gynécologue, et avec Maître Diane Prota, qui est avocat, qui est avec nous. Au fond, Mélodie Ferron, vous avez eu beaucoup de pression depuis que vous avez fait état de ces témoignages, etc. Oui, quand même, beaucoup. Quel genre ? Mon téléphone a été hacké, mon ordinateur, toutes les données avaient disparu du cloud, par exemple, pendant l'écriture du livre. On a retrouvé des morceaux du livre un peu partout sur Internet. Ça s'est résolu. Il y a eu beaucoup de pression. Il y a des gens qui se sont introduits chez moi. Voilà. Carrément. Oui. Et qui ont quoi ? Volé, qui ont tagué, qui ont quoi ? Oui, alors j'espère que mes enfants n'écouteront pas, mais qui ont pris le poney de mes petites filles qui est dans le jardin et qui l'ont mis sur une route à 3 quarts d'heure de chez moi, au milieu des camions. Ah ouais, carrément. Et des menaces ? Des menaces, j'ai eu des appels, j'ai beaucoup d'appels anonymes en pleine nuit. J'ai reçu des photos de chambres entières qui sont peintes avec des personnages qui hurlent et qu'on m'envoie comme ça sur mon téléphone.
Oui, c'est assez préoccupant parce que on pourrait quand même rappeler que c'est le pays, soi-disant, de la liberté d'expression. Et vous n'avez pas dit des choses qui... vous n'avez pas fait des appels à la haine, ou des appels au meurtre, ou des appels au scandale. Mais alors, Diane Prota, effectivement, on a l'impression qu'il y a un climat, en fait, c'est toujours lié à ça. C'est qu'on va vous répéter, j'ai dit ça au début de l'émission, mais on va vous répéter, oui, mais enfin, ouais, vous n'avez aucune preuve, vous continuez à dire ça, etc. Sauf que, effectivement, ce que vous dites, vous, regardez les chiffres qui s'accumulent, regardez les observations, regardez les témoignages. Il y a quand même un problème et pourquoi on ne veut pas le voir, ce problème? Qu'est-ce qui fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on veut absolument le nier et que ce soit le déni le plus total? Bien, ça, j'imagine que c'est pour continuer de vendre des vaccins pour les prochaines vagues, si je puis dire, qui nous menaceraient. Surtout qu'il y a beaucoup d'invendus, comme vous le savez. C'est ce qu'on a vu, et que visiblement, on entend dire qu'on est sur le point de détruire 30 millions de doses en France. C'est ce qu'on appelle une certaine gabegie, si je puis dire. Mais ce qui est... D'ailleurs, je saisis l'occasion d'une parenthèse, j'ai lu dans les dernières réglementations à propos de la 4e dose que pour les personnes qui n'étaient pas vaccinées, si elles étaient repenties de la vaccination, qu'elles souhaitaient recevoir l'injection, elles ne pourraient avoir que l'ancienne version, des anciens variants. Mais que les nouveaux vaccins bivalents ne sont pas accessibles aux personnes non vaccinées. Alors, je ne trouve pas ça très scientifique. Ça ouvre, vous allez être puni, vous allez avoir les vieux trucs, quoi. En tout cas, moi, je vous informe. Je lis les textes, je ne vois pas de raison objective pour faire une différence entre les non-vaccinés et personnes déjà vaccinées. On regarde les nouvelles doses. Mais plus sérieusement, la question est de savoir si ce produit est propre à l'usage et que l'on souhaite. Et est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est sans danger? Aujourd'hui, les éléments de preuve s'accumulent. Un, dans le sens du manque d'efficacité, puisque nous savons tous que les personnes qui ont été vaccinées peuvent contracter... N'empêche ni la transmission ni la contamination. Non. Et s'agissant des effets secondaires qui sont graves et nombreux, en droit, les contrats prévoient, les contrats Pfizer, les contrats Moderna, que ces laboratoires qui sont normalement pas responsables le redeviennent. Si l'on peut prouver, c'est dans le contrat, soit qu'ils ont commis une faute intentionnelle dans le cadre des essais cliniques, c'est-à-dire qu'ils ont caché des données, ça s'appelle le willful misconduct, ce qui est écrit. Et la deuxième possibilité pour qu'ils redeviennent responsables, c'est si on considère sur la directive de 1985 qui est une directive européenne, que c'est un produit défectueux. Et c'est ce que nous appelons dans ces deux cas, la doxa, c'était que les laboratoires n'étaient responsables en rien puisqu'ils avaient délégué ça aux États, les contrats, comme vous le savez. Mais il y a deux cas, c'est comme les clauses de garantie où ils redeviennent responsables pour les États, c'est c'est le caractère défectueux du produit et le mensonge dans les essais thérapeutiques. Donc, on le voit tous que c'est une porte d'entrée très importante qui ferait vaciller l'économie générale de ces contrats si on reconnaissait leur inefficacité, sachant qu'on a commandé. Mais alors, justement, je vais me faire l'avocat, non pas des labos pharmaceutiques, mais oui, mais quand on vous dit, écoutez, c'est vrai, il y a eu des milliards de personnes vaccinées, il y a eu au moins 4-5 milliards, et on peut pas dire qu'on a 4-5 milliards de gens qui sont dans un état pas possible et qui sont, je veux dire, qui saignent du matin au soir, etc. Je veux dire, est-ce que fond, c'est une bonne cause, ça, parce que qu'il y ait des effets secondaires, des effets indésirables, incontestablement, on peut se poser la question, alors peut-être que ce vaccin soit un poison, c'est quand même un autre problème, ça, et une autre interrogation qui n'est loin d'être prouvée, loin. Mais à partir du moment où on sait par une étude américaine qui a été publiée au mois de juillet que 42% des femmes vaccinées sont impactées sur leur cycle menstruel, on peut quand même se poser la question du bénéfice-risque, étant donné que ça n'empêche pas ni de contracter, ni de transmettre. Alors que certaines sont ménopausées à 20 ans. Et c'est ménopausée, cette étude américaine, elle est sérieuse, Oui, elle a été énormément repartagée. D'accord. Oui, 42%, c'est quand même un chiffre non négligeable, effectivement. Et en fait, ça va être un combat qui va durer, hélas, peut-être des années, entre ceux qui disent continuons, parce qu'il y a encore la doxa, c'est ça, enfin, continuons comme il fait, au contraire, et tous ces gens-là sont des... vous savez, j'adorerais emmerder les non-vaccinés, ça me fait plaisir. Et les autres qui disent, attendez, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait,
au fond, Mélodie Ferron, avec votre collectif, avec beaucoup d'autres, ce que vous voulez, c'est que la question soit posée partout sur la place publique, c'est ça? Bien entendu. Et qu'on continue d'informer les femmes, parce qu'il y en a plein qui sont extrêmement malades, et comme pour l'instant, il y a une omerta qui est faite sur le sujet, elles savent même pas que ça peut être lié à ça. Ah oui. Oui, et quand vous parlez avec les non convaincus, enfin, ils disent mais non, vous racontez n'importe quoi. Beaucoup de femmes ne pensent même pas à ça, quoi. Non, parce qu'on peut pas penser qu'on s'est fait vacciner et que maintenant on est malade. Enfin, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. Ben, c'est sûr. Diane Prota, au fond, aujourd'hui, l'état, effectivement, du combat judiciaire, puisqu'on a parlé de Ursula von der Leyen, puisque c'est elle, la Commission européenne, qui a commandé les doses, c'est elle qui pilote tout cela. Aujourd'hui, c'est toujours le même état, je parle du point de vue de la loi, c'est la Commission européenne qui a le monopole des achats de doses avec les laboratoires pharmaceutiques. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a eu d'ailleurs un récent rapport de la Cour des comptes européenne sur ce sujet, et qui a néanmoins rappelé quelque chose d'un peu étonnant, c'est que au départ de cette décision de vacciner en masse, la présidente de la Commission européenne a commencé à faire des négociations préparatoires avec les laboratoires pharmaceutique sans qu'elle ait reçu un mandat à cet effet des États européens, parce qu'il faut voir avant d'avoir reçu un mandat officiel. Parce que les fonctions de Madame, ou en tout cas ses compétences de Madame Ursula von der Leyen, ressortent des articles du traité de l'Union européenne, traité de fonctionnement, et elle n'a pas ces capacités d'acheter des vaccins, pas la capacité d'acheter d'autres choses. Elle doit respecter les traités, mais dans le cas d'une urgence, les États lui ont conféré, pour rendre les choses plus simples, un mandat spécial de faire plus que ce qu'elle peut normalement faire après des traités, donc d'acheter des vaccins pour leur compte. Mais il n'en demeure pas moins que le rapport pointe du doigt le fait que les négociations ont commencé, puisque c'est le rapport de la Cour des comptes européenne, ont commencé par le biais de Madame von der Leyen et des laboratoires pharmaceutiques, sans que les États aient donné ce mandat, leur aval au départ. D'accord. Alors je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices se bousculent, dites-moi. Oui, mais là tout de suite, on va prendre une petite pause de pub, oui, et à l'heure actuelle, si les autorités sanitaires n'établissent pas de lien direct entre les vaccins ARN messager et les troubles menstruels, suite à de très nombreux témoignages, notamment grâce à votre collectif, la vigilance est de mise et l'Agence du médicament invite les femmes victimes de ces troubles à les déclarer sur le portail du ministère chargé de la Santé. Et nous aussi, on attend vos témoignages, 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Où est mon cycle? Les auditeurs ont la parole, là. Karine de Bordeaux. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Bonjour. On vous écoute Karine. Alors, je tenais à vous remercier d'intervenir sur ce sujet à l'antenne, car en effet, on manque de visibilité sur les personnes à contacter pour tout ça. Et de mon cas personnel, je peux vous en parler par rapport à ma fille de 20 ans, qui a déjà fait 2 petites incursions aux urgences suite à ça. Oui. Suite à ça, vous voulez dire, à ça. Elle est oui, expliquez-nous. Juste. Voilà, elle a reçu la première vaccination en août pour reprendre son travail de restauration, sinon elle ne pouvait pas travailler. Plus de règles jusqu'au mois de novembre. Ouais. En novembre, elle a fait une énorme hémorragie pendant 7 jours, avec pratiquement une boîte XXL pour 3 jours et les serviettes qui vont avec. Donc les réponses des urgences, on ne comprend pas, on ne voit pas. Les vomissements qui vont avec, les nausées, etc. Après, au mois de novembre, elle a fait la 2e injection pour continuer. Et là, elle a de nouveau une coupure de plus rien du tout jusqu'au mois de fin mai. Et fin mai, ils sont revenus avec une énorme hémorragie pendant 10 jours, complètement. 10 jours, aux urgences surveillées. Le fer, ça fonctionnait encore. Et elle a fait des évanouissements avec. Voilà. Et depuis, elle a repris un cycle à peu près régulier depuis maintenant 2 mois. Voilà. Et les réponses, il n'y en a pas en fait. Mélodie Ferron, c'est ce que vous entendez Tous les jours.
Tous les jours. Tous les jours, plusieurs fois par jour, j'ai des témoignages comme celui de cette jeune fille, enfin, de la maman. Et effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant. En fait, c'est exactement le problème, c'est qu'on n'a personne à qui s'adresser et qui prenne réellement en main ces soucis-là. Ouais, est-ce qu'il y a des soins quand même à apporter? Il y a des noms? Il y a des boîtes, c'est des boîtes d'Hexacil quand il y a des hémorragies. C'est tout ce qui est prescrit. Derrière, il y en a beaucoup qui se tournent vers l'homéopathie. Je sais que la naturopathie, ce sont des choses, voilà. Mais bon, après, oui. On n'a pas. Mais il n'y a pas ni de recherche ni de quoi que ce soit. Rien du tout. C'est l'objet de notre demande d'audition publique au niveau européen. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, on est dans l'urgence du soin. C'est ça. Parce que là, on sait qu'on va. Voilà. Oui, allez-y, Karine. Allez-y. Sans compter les souffrances, puisqu'on parle d'aménorrhée, etc. Mais il y a quand même des souffrances physiques qui l'ont empêché d'aller travailler. Énorme. C'est énorme. Oui, je vois très bien. Quand vous avez ce problème au ventre, vous êtes plié en deux. La fièvre qui va avec, les vomissements, vous êtes incapable de travailler et de prendre le volant aussi. Oui, moi je vois très bien. Je l'ai vécu de nombreuses fois ces derniers mois. Merci, Karine. Ala. Voilà. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Bon Karine. Et tout de suite, c'est Dominique d'Evry. Bonjour, Dominique. Oui, bonjour, Dominique. Oui, bonjour, André Berkoff, et bonjour à vos invités. Alors, moi, ça ne va pas être sur les cycles menstruels, puisque quand je me suis fait vacciner pour ma 3e dose, j'avais 64 ans, donc l'année dernière, au mois d'octobre. Et une trentaine à 40 jours après, j'ai été victime, chose que je n'avais jamais eue de ma vie. En 64 ans de temps, j'ai été victime d'une paralysie faciale à frigorie, c'est-à-dire atteinte du nerf facial suite à la vaccination. Et donc, j'ai cru que c'était un AVC, donc je suis allée voir tout de suite en urgence un neurologue qui m'a fait passer un IRM. Il n'y avait pas d'AVC, mais il y avait bien paralysie faciale à frigorie. Et donc, comme j'avais jamais eu ce genre de problème, je suis allée taper quand même sur Internet. Oui. Eh bien, lors des essais cliniques du début, il y a eu quelques personnes, pas beaucoup, mais une vingtaine, aux États-Unis, il me semble, qui ont été victimes d'une paralysie faciale à frigorie. Suite à la vaccination. Est-ce que vous allez voir, à ce moment-là un médecin ou un spécialiste en disant, écoutez, est-ce qu'à votre avis, est-ce que ça peut être lié, est-ce qu'on vous a ou pas du tout? Oui. Oui, j'ai même fait une déclaration, je ne sais plus si c'est pas l'hôpital Bichat. Enfin, il y a un des hôpitaux qui recevait les réclamations. Oui. Et j'ai vu 2 neurologues. Oui. Dont un traitement avec beaucoup de cortisone, qui m'a valu quand même d'aller à l'hôpital parce que la dose était tellement forte que j'ai eu du mal à la supporter. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les neurologues, par rapport à ça, puisque la première fois? On ne sait pas que ce soit le médecin généraliste, les neurologues. On ne sait pas parce que la paralysie faciale à frigorie, on peut en avoir comme ça, mais la cause n'est pas avouée. Ouais. Donc moi, c'est là. Et pourtant, je peux vous dire, j'ai eu des problèmes de sinus. J'ai été opérée d'un sinus gauche quand j'avais 17 ans. Jamais je n'ai eu ce genre de problématique. À la 3e vaccination, pourtant j'étais favorable à la vaccination, à la 3e vaccination par Pfizer, il m'est arrivé ce genre de choses. Donc depuis, je suis dans le doute, je ne veux plus me faire vacciner, et pourtant j'ai besoin d'être protégée contre le Covid s'il y a. Mais non, je suis refroidie parce que je ne fais plus confiance. C'est terrible, on ne sait pas, effectivement. Et c'est vrai, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de certitude. En tout cas, à l'heure où on parle, peut-être que demain, les enquêtes, effectivement, donneront effectivement de véritables résultats et on saura. Mais c'est vrai que c'est terrible, quoi. Et en plus, comme je me protégeais avec les KN95, que je prenais des distances et tout, on ne peut pas dire que j'ai attrapé le Covid. Je l'ai jamais, pour aujourd'hui, touchant du bois, attraper le Covid. Donc ça ne peut venir que de la vaccination. Écoutez, merci Dominique pour votre témoignage. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup Dominique. Et tout de suite Sandrine d'une Tarn-et-Garonne. Sandrine, bonjour. Bonjour Berkoff et bonjour à vos invités. Moi j'appelais parce que déjà je trouve que c'est le courage qu'elle parle comme ça au niveau de ce qui se passe par rapport à cette vaccination avec les effets non désirables. Moi je voulais simplement savoir si elles avaient fait une étude sur les pays où justement la vaccination n'était pas obligatoire par rapport à ce phénomène-là au niveau des cycles. Parce que je suis désolée, je vous ai pris un peu à la fin.
et que j'ai trouvé. Et après, je voulais aussi dire, bon, moi j'ai été vaccinée, je l'ai fait. Mais voilà, je suis éleveur laitier, je travaille beaucoup parce que je fais beaucoup de génétique et avec les animaux. Et c'est vrai que c'était très intéressant parce que au niveau des vaccinations, quand on a eu le cas de la FCO, tout ça, où à un moment donné, ils ont fait une étude au niveau de la stérilité, au niveau des problèmes de stérilité à force sur les taureaux, on va dire, mais en bonne variante. Et après, au niveau des cycles, voilà, c'est ça. Parce que moi, je pense que cette vaccination, bon, elle a été la campagne, enfin, tout ce qui a été fait, et ça a été très virulent. On n'a pas compris. Bon, il y a eu... Moi, j'ai eu le Covid avant d'être vaccinée. Je me suis fait vacciner parce que je voulais... Certes, j'ai 50 ans, je ne voulais pas que les jeunes filles... qu'ils aillent aller sur les jeunes filles à obligation. Mais bon, moi, mon cycle, il a fonctionné. J'ai pas eu de problème. Mais en fait, moi, j'ai joué sur le stress. Je pense qu'il y a un effet, moi je le sais pour les animaux, les vaches par rapport à ces problèmes au niveau de cycle, parce que la vache a le même cycle que la femme. On travaille beaucoup sur les hormones, donc effectivement, au niveau des stress. Il y a des vaches où on va travailler quand on remet les cycles. Et alors, je pense que ces jeunes filles, malheureusement, cette vaccination, et puis après, au niveau hormones, ils n'ont même pas regardé au niveau des oestrogènes. Il y a des filles qui provoquent beaucoup plus d'oestrogènes, d'autres moins. C'est l'effet de pilules, certaines pilules qui sont... Bon, et je pense que tout ça n'a pas été établi. Et elles ont entièrement raison d'en parler. Enfin, voilà, bon, c'est un point de vue. D'accord. Merci Sandrine. Est-ce que... Merci beaucoup. Oui, Mélodie veulent réagir. Non, elle est beaucoup plus calée que moi dans le domaine. Donc... Sur leur domaine estrogène et compagnie. Et c'est vrai que ça pose problème. En tout cas, voilà. En tout cas, l'angle est ouvert. Ce qui est inadmissible, c'est qu'on ne recherche pas. Enfin, moi, c'est tout. On ne peut pas dire autre chose. Mais enfin, il est absolument inadmissible qu'on fasse taire les messagers et qu'on fasse taire les gens qui se posent des questions. Ça, c'est inadmissible. Mais juste une petite précision avant. Je suis sur le site de la NSM, André. Et on a, à partir des données de pharmacovigilance française validées donc par la NSM du 6 février 2021 au 8 avril 2021, un total de 10 422 cas d'effets indésirables qui ont été déclarés sur 1 840 000 injections, dont effectivement 5 nouveaux cas de paralysie faciale. Et la NSM précise bien que ces données recueillies et ces effets continuent à faire l'objet d'une surveillance particulière. Et nous mettrons bien entendu à nos auditeurs tous les liens sur le replay YouTube. Et tout de suite, on accueille Céline de Lacano. Bonjour Céline. Oui, bonjour Céline. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, merci pour votre émission. C'est vraiment génial. Il fallait vous inventer si vous n'existiez pas. Donc, je vous appelle pour vous dire, moi, j'ai pas d'effet secondaire concernant les règles puisque je les ai plus. J'ai bientôt 58 ans, mais j'ai eu un effet secondaire suite à ma 3e injection qui a été le 30 décembre 2021. J'ai au niveau de l'injection, j'ai très mal encore à ce jour. Je peux pas m'appuyer sur le bras. Et vous avez très mal au bras, là où il y a eu l'injection. Oui, j'ai très mal au bras, j'ai des douleurs. Alors au repos, j'ai l'index et le pouce qui tremblotent, qui bougent comme ça, comme si j'avais un Parkinson, quoi. Donc j'en ai parlé à mon médecin traitant qui m'a dit je comprends pas. Bon, donc il n'empêche quand même que je suis assez contente parce que j'ai attrapé la Covid le 9 septembre. Donc du coup, j'ai même pas besoin de refaire à ce jour une nouvelle injection. Donc voilà, c'était pour vous donner mon merci avis. Sandrine de votre... Oui, non, c'est sûr. Céline, pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Oui, alors justement, Diane Protas, c'est intéressant là. À chaque fois, il y a effectivement quelque chose qui se passe, que ce soit 2e ou 3e, à chaque fois. En tout cas, pour les témoignages que nous avons eus. Et ça, pour vous, ça paraît familier, hein, tout ça. L'augmentation du nombre d'effets secondaires. Hein. Oui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour revenir... Vous voulez ajouter quelque chose? En fait, ce que je voulais ajouter, mais tout à l'heure, puisque vous parliez en fait de la question de la preuve et du fait qu'on ne sait pas, ce que je voulais dire, c'est qu'en droit, malgré tout, le doute ne profite pas à l'accusé. Nous ne sommes pas en droit pénal, nous sommes en droit de la santé. Le principe, c'est la précaution. Ce n'est pas aux femmes de démontrer que le vaccin est dangereux. C'est au laboratoire de prouver qu'il ne l'est pas et qu'il est efficace. Il y a des questions en droit qui se posent et c'est ça. Il y a un renversement. Il y a un renversement de la charge de la preuve et on est en train de dire aux gens, dans le doute, on continue. Mais dans le doute, a priori, on s'abstient. Et il ne faut pas confondre. Finalement, on fait peser une espèce de charge de la preuve c'est la probatio diabolicus qu'on dit finalement. C'est ça qu'on fait porter sur les femmes et sur les gens qui se plaignent d'effets secondaires. C'est à eux de prouver que c'est
tout sauf le vaccin. Donc ce n'est pas possible, c'est trop difficile et c'est un inversement total des choses et qui n'est pas normal. Et comme je dis, c'est le principe de précaution. Je crois que c'est important de dire ça, Diane Prota, effectivement, à qui incombe la charge de la preuve et dans le bénéfice-risque, ne pas renverser les rôles, quoi. Exactement. C'est ça le plus important, absolument. Écoutez, je vous remercie vraiment, Mélodie Ferron, Diane Prota. Où est mon cycle? Et ce qui est le plus intéressant, encore une fois, nous avons question à tout. On en parlera, on continuera à en parler. Cette question ne sera pas résolue dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais au moins, ouvrons les pistes. Vous savez, c'était un bon philosophe. On aime ou on n'aime pas, qui s'appelle Jean-Paul Sartre. Il disait, quand toutes les issues sont bouchées, il faut en inventer d'autres. Eh bien, inventons. Merci beaucoup à toutes les deux. Je rappelle votre livre, Mélodie Ferron, du collectif Où est mon cycle. Vous êtes donc l'auteur de Où est mon cycle et Toi où est le tien à la collection Résurgence. Et tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie qui reçoit Christophe Medici pour savoir si l'intuition est la meilleure alliée en amour et comment la développer. Nous, on se retrouve demain avec Raphaël Rossello pour le face-à-face. Il publie demain et il est banquier d'affaires auprès des PME. Et à demain.